Et je vais laisser la parole à notre rapporteur Éric Bocquet pour les premières questions. Bien, merci Monsieur le Président, merci Monsieur Iannucci, effectivement, de ces premiers éléments très concrets de votre intervention. Je commencerai par deux questions assez générales sur votre activité, votre service. La première, je voudrais que vous expliquiez quels sont les critères de programmation de vos contrôles au sein de l'ADNEF et, question un peu liée également à ça du point de vue de la méthode, quels outils d'analyse experte utilisez-vous dans vos travaux? Les méthodes de programmation donc reposent vraiment sur trois sources. L'analyse risque monte en puissance depuis quelques années. Donc ça consiste vraiment à essayer de détecter le plus tôt possible les comportements de nature à laisser présumer des fraudes. Donc ça repose par exemple sur l'analyse de l'évolution d'une société. Une société qui change souvent de forme sociale, qui change brusquement d'activité, peut donner l'indication de participation à certains types de fraudes, sachant que nous, l'enjeu financier le plus important, et, enfin, historiquement sur l'activité de l'ADNEF, concerne la TVA, puisque là il y a des enjeux très très forts. Donc ça a vraiment été le point de départ de la mise en place de ces outils d'analyse risque. Donc voilà, l'analyse risque est de plus en plus importante en croisant les différentes données fiscales. Quand la CNIL nous en donne autorisation, parce qu'à ce jour, nous n'avons pas encore l'autorisation de croiser les données relatives à l'impôt sur le revenu avec les données relatives aux entreprises. La deuxième source de programmation, c'est les contacts que nous avons avec d'autres services de l'État. Le partenaire privilégié étant au sein de Bercy les douanes, avec lesquelles nous avons des conventions, des échanges d'agents, des transmissions d'informations régulières. Tracfin est également un partenaire quotidien. La justice est une source d'alimentation importante des dossiers. Des agents de l'ADNEF sont en poste au sein du palais de justice de Paris, par exemple, pour essayer de regarder dans les dossiers judiciaires ce qui peut nous intéresser, en plus des transmissions effectuées par les magistrats dans le cadre légal prévu et de celles que nous leur faisons. Et puis, donc, avec les services de police, de gendarmerie, effectivement, nous sommes aussi en contact régulier. Et puis la troisième source de programmation, ce sont les informations purement fiscales, comme je l'indiquais, à partir des informations qui nous remontent des services gestionnaires ou d'autres services de la maison, qui identifient des éléments un peu anormaux dans le comportement fiscal du contribuable, qu'il soit personne physique ou personne morale. Sur les outils experts dont nous disposons, alors on utilise un outil qui s'appelle SAS, qui est un outil justement qui permet de faire de l'analyse de données, plus différents logiciels, plus pointus, pour essayer de décrire des environnements fiscaux, essayer d'établir les liens entre différentes personnes ou structures par des schémas, pour essayer d'avoir la vision la plus possible des informations qu'on recueille. Donc vous êtes amené dans vos investigations parfois d'avoir des contacts avec des pays étrangers. Comment se passent les relations avec les banques étrangères concernées? Je pense à la Suisse, au Luxembourg. Comment se construit la collaboration dans ce cas-là? Mon service a des relations avec les administrations fiscales étrangères. Nous n'avons pas de relations directes avec les banques étrangères. Alors, en termes de procédure, quand il y a des demandes d'assistance administrative, vous faites allusion, je l'imagine, aux demandes concernant la détention de comptes à l'étranger. Donc l'administration centrale effectue la demande d'assistance administrative et le pays auquel elle est dirigée, parce qu'elle est dirigée à un pays et non pas à un organisme, répond plus ou moins bien, plus ou moins vite à la demande effectuée. Donc nous, notre action de coopération est surtout avec les administrations fiscales étrangères. Et depuis 2011, il y a un outil qui est assez performant, mais surtout en matière de TVA, qui est Eurofisc, où les pays membres s'échangent spontanément un nombre important d'informations sur les sociétés
en cotant aussi un peu le risque sur les sociétés et en confrontant leurs expériences. Vous avez cité donc la fameuse affaire HSBC, M. Falciani, qu'on a eu effectivement l'occasion d'auditionner ici. À quel moment l'ADNEF a-t-elle été saisie officiellement de ce dossier dans le calendrier? Alors, c'est une référence à une période, vous faites référence à une période dans laquelle je n'étais pas en fonction. Donc, dans ce qui était reconstitué notamment par M. Eckert, donc l'autorité judiciaire a transmis officiellement les informations à la Direction générale des finances publiques en juillet 2009, donc ce qui a été la base de nos travaux. Donc, vous n'êtes pas intervenu avant donc ces dates-là? Il y a eu, enfin, M. Eckert explique très bien les différentes étapes. M. Falciani a pris contact avec l'ADNEF antérieurement. Donc il y a eu des premiers échanges, hein, mais c'est suite aux perquisitions faites sur commission rogatoire suisse que les données ont pu être utilisées officiellement, hein, et servir de base aux procédures fiscales. Petit retour sur une actualité plus récente. Un grand quotidien, dans son édition du 8 septembre, Le Parisien pour ne pas le nommer, faisait état d'une hausse assez spectaculaire des saisies en liquide par les douanes. Avez-vous été informé de ces éléments de votre côté et quelles conséquences ça a pu avoir? Enfin, quel est votre commentaire sur cette situation? Les douanes, et notamment la Direction nationale du renseignement douanier, la DNRED, nous a informé de ces éléments. Nous sommes en contact avec cette direction pour voir comment exploiter au mieux les informations qui concernent à la fois les mouvements de fonds déclarés et ceux non déclarés dans les deux sens, hein, de la France vers l'étranger et de l'étranger vers la France. Mais justement, nous avons une réunion de concertation la semaine dernière sur ce sujet pour voir quelle était la nature de l'information dont disposaient les douanes et la manière dont elle pourrait être exploitée fiscalement. Sur les différentes affaires que vous avez pu évoquer, pour illustrer votre propos, quel est le niveau des enjeux fiscaux impliqués en général, ou est-ce que c'est très variable, ou est-ce qu'il y a un niveau moyen que vous pourriez nous indiquer? C'est assez difficile à dire. On a eu une série d'affaires qui étaient très différentes les unes des autres. Dans l'affaire HSBC, le montant des droits et pénalités issus des redressements atteignait en juin 186 millions d'euros. Il a dû progresser depuis, donc ce sont des sommes très, très conséquentes. Dans d'autres affaires, les montants peuvent être beaucoup plus réduits. Effectivement, il n'y a pas de règle générale. Ça dépend de la qualité de l'information, du caractère récent ou pas de l'information. Parce que quand l'information est trop ancienne, elle est plus difficile à exploiter. Et donc, des fois, nous avons des listes, mais avec des éléments incomplets, des noms mais sans les adresses, des comptes mais sans les noms. Et donc là, c'est un travail assez minutieux, avec forcément un peu de perte en ligne sur le résultat. Est-ce que l'ADNEF est le service qui a collaboré avec M. Falciani pour exploiter les données HSBC? Alors, l'ADNEF a été en contact avec M. Falciani téléphoniquement en 2009. Et M. Falciani nous a beaucoup aidé à décrypter et en mettre en relation les différentes données, je vous dis, d'un fichier qui était vraiment d'une taille très très volumineuse, avec des tables de correspondance entre des séries de chiffres et de codes. Et donc c'est vraiment grâce à son intervention que nous avons pu exploiter une partie des informations. Alors sans doute pas de manière absolument exhaustive, mais d'extraire la liste des contribuables. Donc oui, nous avons été en contact avec lui et nous avons été en contact avec lui plus récemment, à son retour d'Espagne, où il nous a à nouveau informé de modalités de traitement complémentaires qui pourraient être éventuellement effectuées sur les informations qu'il nous avait fournies. Et ces contacts sont toujours en cours avec l'intéressé ou en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons été en contact au mois de juillet avec lui. Nous avons vocation à avoir d'autres contacts s'il le veut bien.
Alors toujours sur ces fichiers HSBC, il y a eu tout un débat, un questionnement en tout cas, tant au niveau de la Commission qu'à l'extérieur, sur la place publique, sur la façon dont ces documents ont été sortis, entre guillemets, de Suisse. Est-ce que vous avez été associé à ces démarches, particulièrement pour sortir, expatrier, entre guillemets, ces fichiers, ces documents? Alors, je ne vois pas tout à fait à quoi vous faites allusion, parce que donc, M. Falciani nous a amené ces documents en France, le juge les a ensuite transmis officiellement, donc bien entendu, nous ne sommes pas allés les chercher en Suisse. Après, sur l'origine des documents, là on tombe sur un sujet général qui peut freiner notre action si le juge considère que l'origine licite des documents va rendre nulle la procédure fiscale organisée ultérieurement. Donc il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui a invalidé une procédure de saisie fiscale sur le motif de l'illégalité de l'origine des informations, quand bien même elles auraient été transmises par le juge, et d'où l'intérêt de la disposition qui figure dans le projet de loi de lutte contre la fraude, qui permet d'utiliser officiellement des informations transmises par le juge, l'assistance administrative ou un droit de communication. Une dernière question avant de passer la parole à mes collègues et qui souhaiteraient la prendre. Indépendamment des auditions que nous organisons ici, nous adressons des questionnaires à des entreprises, des banques notamment, et notamment l'une d'entre elles, une banque suisse, a retourné le questionnaire que nous lui avions adressé, et notamment au sujet des comptes non déclarés chez eux. Et la banque nous répond clairement sur son document que la banque a déjà signalé à Tracfin des transactions effectuées par des personnes politiquement ou médiatiquement exposées, et avance un peu dans le détail dans une question qui suit, en nous disant ceci: depuis 2007, notre établissement a effectué 3 signalements à Tracfin relatifs à des personnes politiquement exposées, et ce sont 3 dates qui nous sont données précisément: mars 2011, juillet 2012 et avril 2013. Avez-vous des éléments qui corroborent ces informations de votre côté? Tracfin nous transmet régulièrement des signalements qui transitent par l'administration centrale de la DGFiP. Donc moi, dans le nombre de signalements, je crois qu'on en a reçu 165 en 2012. Je ne peux pas vous dire, comme ça de manière abrupte, si on en a un qui correspond à ceux que vous ont signalé la banque. Par nature, il y a des signalements qui peuvent concerner des personnalités dites sensibles ou exposées. Il faudrait que nous puissions voir avec vous, peut-être dans un rapport plus bilatéral, à partir des faits constatés, si on retrouve ces éléments-là, le secret fiscal ne me permettant pas, en tout état de cause, de parler de dossiers nominatifs devant votre commission information plénière. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, je vais vous poser une question avant que Madame Goulet, ma collègue, vous pose les siennes. Est-ce que les banques sont toujours exemptes de critiques dans les transferts de fonds que vous jugez douteux? Alors, Monsieur le Président, je suis un peu embarrassé par votre question parce que moi, du point de vue fiscal, je n'ai pas apporté d'appréciation sur l'attitude générale des banques, que je ne veux pas du tout stigmatiser. Nous, sur les banques situées en France, nous avons des moyens d'investigation, de vérification très élaborés. Et on n'a pas je ne peux pas vous signaler de comportement particulièrement anormal. En revanche, sur les établissements bancaires étrangers, il peut y avoir tous les cas de figure. Mais là, ça relève des instructions judiciaires en cours pour savoir si ces établissements sont complices de fraude, ont démarché leurs clients pour les inciter à faire de la fraude fiscale. Nous, administration fiscale, nous n'avons pas les éléments d'information ou d'analyse ou d'investigation qui nous permettent de rentrer sur le terrain de la recherche de complicité pour l'accomplissement de la fraude fiscale. On est peut-être trop terre à terre, mais effectivement, nous regardons concrètement si on arrive à appréhender des sommes qui ont échappé à l'impôt et à faire à payer les contribuables. S'il apparaissait qu'un établissement bancaire lui-même fraude l'impôt, bien entendu,
il ferait l'objet d'une vérification. Donc la DVNI vérifie les banques régulièrement et doit faire de temps en temps des redressements pour des irrégularités au regard de la gestion fiscale. Mais voilà, sur des banques situées à l'étranger, nous, on n'a pas directement d'éléments pour apprécier le comportement général, l'honorabilité générale de ces établissements. Bon, au regard des banques françaises, votre réponse est parfaitement claire, en tout cas. Je vais laisser la parole à Madame Goulet dans un premier temps. Oui, monsieur le directeur, vous arrivez, votre audition arrive à la fin de nos travaux, et donc, évidemment, une série de questions se posent auxquelles vous pourriez peut-être répondre et peut-être pas. J'en ai une série, c'est un peu décousu, mais c'est en liaison, je crois, avec vos propos introductifs. La première chose, j'aimerais que vous nous donniez quelques détails sur le service fiscal du Palais de Justice. J'ai été une quinzaine d'années avocat. Il y avait effectivement, à l'époque, on payait un timbre pour enregistrer les affaires, un service fiscal. Je voudrais savoir si c'est toujours celui-là qui fonctionne ou comment fonctionne le service fiscal du Palais que vous avez évoqué pendant vos propos introductifs, étant entendu qu'on a là probablement du secret de l'instruction et d'autres choses. J'aimerais avoir quelques détails sur son fonctionnement. La deuxième chose, vous avez parlé de la CNIL et de sa réticence à vous voir, momentanée, réelle ou supposée, à croiser des fichiers, ce qu'on comprend très bien, mais comme le gouvernement, le Parlement et le Sénat en particulier ont fait de la fraude fiscale et de la lutte contre l'évasion un vrai sujet, j'aimerais savoir quelles seraient vos préconisations pour que la CNIL, éventuellement sous certaines conditions, puisse vous autoriser à croiser ces fichiers qui vous permettraient d'avoir des informations un peu plus précises. La troisième question que j'ai à vous poser relève des dénonciations. Est-ce que vous avez des dénonciations? Est-ce qu'elles viennent dans vos services? Si oui, dans quelle mesure, dans quelle quantité? Et puis, la dernière, est-ce qu'il faut mettre au crédit de la coopération internationale le blocage d'une somme extrêmement importante, supérieure à 1 million de francs, d'un transfert du Danemark à un autre pays dont je ne me souviens plus du nom, de fonds de Bernard Tapie qui était en circulation et dont la presse s'est fait l'écho récemment, parce que ça c'est plutôt un signe de ce que les administrations et qu'éventuellement les institutions judiciaires fonctionnent bien au niveau européen, et ce serait plutôt une bonne nouvelle. Donc en vous priant, en vous renouvelant mes excuses pour le caractère totalement décousu des questions, je vous remercie si vous pouvez apporter en tout ou partie des réponses. Voilà, 4 questions, monsieur le directeur, si j'ai bien bien compris. Madame la sénatrice. Sur la dernière question, j'avoue ma totale incompétence sur l'affaire Tapie. Je ne peux rien vous en dire. Je ne connais pas les éléments que vous évoquez. Le blocage d'1 million de francs, c'est une bonne nouvelle. Sur le premier point, alors, il y a un bureau de liaison fiscale de l'ADNEF au sein du tribunal de grande instance de Paris, TGI et tribunal de commerce, avec donc des agents de l'ADNEF qui gèrent les liaisons entre l'ADNEF et ses tribunaux dans les deux sens, hein, quand le juge nous transmet de l'information, en application de l'article L101 du livre des procédures fiscales ou de l'article 82C, et dans l'autre sens, quand la DGFiP transmet de l'information aux tribunaux. Donc le rôle, il y a un rôle administratif, hein, de transmission de dossiers. Il y a un rôle d'analyse, parce que selon le bon vouloir des magistrats, mais qui sont très, très ouverts, nous avons accès au dossier. Et donc nous pouvons, à partir des agents qui sont en poste au palais de justice, obtenir un certain nombre d'informations utiles du point de vue fiscal. Hein, donc voilà, c'est un bureau de liaison pour faciliter les relations dans les deux sens entre l'autorité judiciaire et nous sur différents types de dossiers. Donc il nous arrive de demander à un juge d'avoir accès à des instructions en cours
des procès-verbaux pour exploiter fiscalement ces informations et en application, bien entendu, des textes législatifs. En ce qui concerne la CNIL, alors je n'ai pas fait état de réticence de la CNIL, mais la CNIL se livre à un examen technique assez approfondi des demandes dans un souci légitime de protection des données. Donc c'est vrai que ce sont des dossiers qui prennent un certain temps. Au fur et à mesure que nous progressons dans les sujets d'analyse risque, de croisement de données, la CNIL pose un certain nombre de questions auxquelles nous répondons. Mais donc il peut y avoir des instances un peu longues. Moi, je n'identifie pas de blocage de la part de cette autorité administrative indépendante. Simplement, dans ce domaine-là comme dans d'autres, nous sommes dans un univers qui est très juridique. Toutes nos procédures répondent à des conditions très strictes sous le contrôle du juge. Et donc chaque acteur vérifie scrupuleusement les possibilités techniques et juridiques d'utilisation des différentes données. Sur les informations extérieures, alors je ne sais pas comment on les appelle, les dénonciations, donc nous avons un certain nombre de personnes qui viennent nous voir pour nous livrer des informations de nature fiscale sur des motivations diverses, mais en tout cas pas financières, puisque nous ne rémunérons pas les aviseurs, contrairement à d'autres services de l'État. Donc dans le meilleur des cas, ça peut être par esprit civique, dans le pire, avec des motivations que vous pouvez imaginer. Donc nous prenons le plus grand soin dans le contact avec ces personnes pour s'assurer de la fiabilité des informations qui nous sont transmises, pour s'assurer que nous ne sommes pas instrumentalisés par la personne qui vient nous voir. Et donc ça a été le cas dans l'affaire HSBC. Le premier contact avec M. Falciani est tout un travail de fiabilisation un peu de la source pour voir dans quelle mesure les informations sont utiles et exploitables. Alors je ne peux pas quantifier par rapport à l'ensemble des propositions de contrôle que nous faisons la part relative à ces informations-là, parce que des fois ces informations-là ne suffisent pas à elles seules, il faut que nous les recoupions par d'autres éléments. C'est-à-dire que moi, chaque fois que je reçois une lettre de dénonciation, à condition qu'elle soit signée, parce qu'on ne tient pas compte des informations anonymes, nous ne déclenchons pas non plus l'artillerie lourde avec des vérifications lourdes. On essaye de recouper les informations, de mesurer les enjeux et de voir si l'information est pertinente. Donc voilà, mais c'est une source qui peut être importante, comme l'a montré l'affaire HSBC, avec quand même les risques inhérents à ce genre d'informations qui peuvent parfois aussi être motivées par de la malveillance ou une volonté de nuire. Je vais laisser la parole à notre collègue Colin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur, de votre contribution pour éclairer la commission d'enquête. Deux questions. La première, selon quelle organisation est faite la coordination avec différents services, avec votre direction et des enquêtes qui sont déclenchées par les douanes, par la police, par Tracfin ou autres services. De quelle manière la coordination s'effectue-t-elle avec donc votre direction? C'est ma première question. Et la deuxième porte sur les taux de poursuite pénale pour fraude fiscale finalement déclenchés dans la masse des affaires traitées par votre direction. Est-ce que vous pouvez nous donner avec le maximum de précision le taux de poursuite pénale? Ça nous intéresserait beaucoup, ça éclairerait bien la commission sur ce point. Très bien. Alors, Monsieur le Sénateur, sur la coordination avec les autres services, alors je ne sais pas quel est le degré de détail que vous souhaitez avoir, parce que c'est spécifique avec chaque interlocuteur. Donc nous avons un cadre juridique spécifique avec chaque organisme, avec les douanes, avec Tracfin, avec les autorités judiciaires.
avec la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. Alors avec les douanes, il y a un protocole national entre les deux directions qui a été décliné par un protocole entre l'ADNEF et la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Donc ce protocole prévoit des échanges d'informations spontanés, des réunions, tout type d'échanges sur des dossiers particuliers pour coordonner notre action. Monsieur le rapporteur, vous citiez l'analyse des mouvements de fonds. C'est typiquement le sujet qui nous occupe conjointement. Nous avons 2 agents qui sont détachés au sein de la DNRED, qui aident la DNRED à faire des extractions de nos applications informatiques sur des personnes. Il y a un agent de la DNRED qui est en poste au sein de l'ADNEF, qui travaille au quotidien pour nous aider dans nos travaux. Voilà, donc là avec la direction des douanes, c'est une coopération ancienne, solide, et qui se fortifie avec vraiment des transmissions de bulletins d'information régulières entre les deux services. Avec Tracfin, là aussi il y a un partenariat établi donc depuis 2009 dans le sens Tracfin vers la DGFiP. Parce que vous savez qu'il y a une branche de la DGFiP qui a une activité bancaire et qui depuis longtemps fait des déclarations de soupçons auprès de Tracfin. C'est depuis 2009 que Tracfin nous envoie des fiches de signalement. Donc il y en a eu plus de 500 depuis octobre 2009, 165 en 2012. Et nous essayons de voir dans l'autre sens si nous pouvons faire des notes d'information qui aussi aident Tracfin dans l'exercice de ses missions. Mais les informations de Tracfin sont très précieuses et donnent lieu à un nombre important de vérifications et de contrôles. Les relations avec l'autorité judiciaire, donc j'en ai parlé, là sont bien encadrées par les textes dans les 2 sens. Mais j'insiste sur le point, les juges sont très sensibles à l'aspect fiscal et nous transmettent bien volontiers et spontanément un nombre important d'informations de qualité. Donc moi je suis en fonction depuis peu, mais j'ai eu par exemple en juillet l'occasion d'avoir une réunion avec des magistrats pour coordonner l'action justement contre la fraude à la TVA sur les véhicules d'occasion. Donc il y a des réflexes qui sont bien ancrés, magistrats, douane, DGFiP, pour sur des dossiers voir concrètement comment coordonner les actions de vérification sur des entreprises identifiées pour ne pas que les services se gênent entre eux, ne pas que nous fassions nous une perquisition fiscale qui pourrait mettre la puce à l'oreille alors que les gens sont ciblés judiciairement, si je peux dire, et inversement. Donc voilà, au quotidien, moi je constate, depuis que je suis en fonction, vraiment d'excellentes relations avec ces entités-là. Les relations avec la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, la BNRDF, là sont un peu différentes, parce que nous faisons des propositions de dossiers qui transitent par notre administration centrale, qui, elle, saisit le procureur pour que le dossier soit confié à la BNRDS. Donc là, on n'a pas de relation au quotidien sur les dossiers, parce qu'après, on est sur des procédures un peu différentes. Voilà donc ce que je peux dire sur la coordination avec les autres services. J'en viens à votre question sur le taux de poursuite pénale. Alors, l'ADNEF effectue directement très peu en nombre de vérifications de comptabilité. On doit en faire à peu près une centaine par an. Et donc, sur un secteur qui est très ciblé, lutte contre la fraude à la TVA en matière internationale. Donc, sur la centaine de dossiers que nous faisons, là, ce sont des dossiers qui sont fortement correctionnalisés. Soit nous faisons des propositions de poursuite correctionnelle, soit nous portons plainte pour escroquerie. Et donc, en combinant les 2 propositions de poursuite correctionnelle ou plainte pour escroquerie, sur 2012 et de mémoire, on doit avoir 38 dossiers à peu près sur lesquels nous avons saisi le juge, je vous dis, sur une grosse centaine de vérifications. Donc là, nous avons un taux très, très important de poursuites pénales,
mais ce n'est pas notre activité majoritaire, enfin le contrôle, la vérification elle-même n'est pas notre activité principale. Et donc ce sont plutôt sur les gros dossiers la DNVSF ou la DVNI qui effectuent les procédures. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à notre rapporteur pour ce qui sera peut-être les dernières questions. Peut-être. Mais est-ce qu'on peut savoir combien il y a de poursuites? Est-ce qu'on peut savoir des chiffres? Sur 2012, on a 38 saisines du juge, soit en proposition de poursuite correctionnelle. Enfin, je retrouve le chiffre. En fait, vous saisissez exact. Directement le juge parce que vous avez la chance de saisir sur escroquerie. Vous ne passez pas par la CIF. Voilà, il y a deux procédures. Il y a l'escroquerie où on saisit directement le juge et les propositions de poursuite correctionnelle où les dossiers sont examinés par la commission des infractions fiscales. Non, ma question, si vous voulez, c'est par rapport au dossier que vous transmettez, combien déclenche? Alors, voilà, c'est ça la question. Les outils de suivi statistique ne nous permettent pas d'identifier, à partir des propositions que nous faisons, le taux de poursuite correctionnelle, effectivement, sur l'ensemble des propositions que nous avons faites. Je peux donner le chiffre sur ce que nous faisons, nous, directement, comme vérification et proposition, mais je n'ai pas, moi, le chiffre global sur l'activité de l'ADNEF en taux de propositions de vérification qui ont donné lieu à poursuite correctionnelle, sachant qu'au niveau national, il y a à peu près 1100 propositions de poursuite correctionnelle par an. Notre rapporteur. Alors, deux questions extrêmement pratiques et concrètes. Est-ce que l'ADNEF connaît le nombre de comptes des particuliers et entreprises détenus à l'étranger? Est-ce que vous avez une idée ou une comptabilité précise de cette donnée? Il faut distinguer la situation des entreprises et des particuliers. Pour les entreprises, il n'y a pas d'obligation de déclaration des comptes à l'étranger, donc nous ne les connaissons pas. Pour les particuliers, il y a une obligation déclarative spécifique lors de la déclaration annuelle de revenus. Donc, pour les gens qui déclarent correctement, nous avons le nombre. Il y a à peu près, alors sur les derniers chiffres connus qui doivent être sur 2011, parce qu'on n'a pas tous les chiffres 2012, il y avait environ 108 000 foyers fiscaux qui déclaraient détenir un compte à l'étranger. Foyers fiscaux, un foyer pouvant détenir plusieurs comptes à l'étranger. Après, par définition, les comptes non déclarés, nous ne les connaissons pas. Néanmoins, comme je l'ai indiqué, nous avons mis en place donc un fichier EVA-Fisc quand nous avons des éléments laissant présumer la détention de comptes à l'étranger. Et ce fichier contient des informations sur environ 9000 personnes, mais ce qui est un chiffre, bien entendu, très très loin, sans doute, de la réalité, puisque par définition, et sauf si nous avons des informations extérieures, nous ne pouvons pas connaître le nombre précis de ces comptes à l'étranger. J'ai évoqué tout à l'heure la circulation apparemment en croissance de l'argent liquide dans le pays et au-delà des frontières. Est-ce que, quand un individu est intercepté à nos frontières détenant des centaines de milliers d'euros éventuellement en liquide, est-ce que l'ADNEF est amené systématiquement à enquêter sur la situation de l'individu en question? Alors, les douanes nous transmettent de manière détaillée leurs constatations en matière de transfert de capitaux. Si l'enjeu est important, oui, systématiquement, nous sommes amenés à regarder l'environnement fiscal de la personne qui est à l'origine de ces transferts de fonds, avec notamment la question délicate de savoir si elle est résidente fiscale en France ou pas. Sachant que si elle ne l'est pas, ça limite bien entendu nos possibilités d'action. Alors, je vais faire référence à une audition qu'on a eue de M. Bernard Salva, qui a dit, je vais le citer, l'ADNEF ne prend pas les dossiers des personnalités, enfin uniquement si la direction générale le lui demande, ce sont ses propos. Comment expliquer cette dépendance, cet assujettissement à l'échelon supérieur dans un cas particulier? Est-ce qu'il existe des cas où des dossiers seraient retenus par la direction générale? Et si ce n'est pas l'ADNEF qui enquête donc sur ces cas en question, est-ce que d'autres services peuvent enquêter en vos lieux et places? Alors, monsieur le rapporteur, les déclarations de Bernard Salva, qui a été directeur de l'ADNEF jusqu'en mai dernier, ont été faites dans le cadre d'une autre commission d'enquête qui portait sur un événement particulier
ayant conduit à la démission d'un membre du gouvernement. Elles s'inscrivent dans un contexte différent et vous comprendrez qu'il ne m'appartient pas de les commenter en tant que telles. Alors, j'ai été nommé, moi, à l'ADNEF en mai 2013 et je ne peux vous parler que de ce que je connais. Alors, ce que je connais, ce sont les éléments suivants. Donc, une part importante de l'activité de l'ADNEF concerne les entreprises, dont les enjeux de fraude sont souvent majeurs. Mais depuis quelques années, l'ADNEF a développé une activité en direction des personnes physiques, parce qu'il y a de plus en plus de sujets patrimoniaux. Donc je voudrais être clair sur ce point. L'ADNEF dispose d'une entière autonomie dans le choix de ses thèmes d'enquête et ne demande pas d'autorisation pour s'intéresser à telle ou telle personne physique ou morale. Alors, dans les faits et en fonction de l'actualité, il arrive que l'administration centrale dispose d'informations qu'elle nous retransmette pour enquête. J'ai cité l'exemple des informations TRACFIN qui transitent par elle et qui nous arrivent ensuite. Alors, lorsque l'ADNEF, pour être tout à fait clair sur les relations qu'on peut avoir avec notre hiérarchie et le ministre, lorsque l'ADNEF enquête sur un dossier susceptible d'avoir un retentissement médiatique, elle en informe naturellement son administration centrale pour que celle-ci puisse à son tour en informer le ministre. Alors c'est une pratique ancienne de bon sens qui a été rappelée par la circulaire Barouin du 2 novembre 2010, où le ministre écrivait « Vous me tiendrez informé des dossiers susceptibles d'avoir un retentissement médiatique ». L'administration centrale est par ailleurs en mesure d'apporter parfois un soutien technique aux directions de contrôle sur des questions de méthode ou de procédure. Nous sommes dans un environnement qui est très complexe en termes de procédure et il y a souvent des cas inédits, donc on en parle bien entendu avec l'administration centrale, qui exerce un rôle général d'animation et de pilotage, justement pour bien coordonner l'action des services. Mais voilà, depuis mon entrée en fonction, qui est la seule période sur laquelle je peux vous donner un témoignage direct, il ne m'a jamais été demandé de renoncer à des investigations sur des dossiers de personnalité et il m'est arrivé de prendre l'initiative de telles recherches. J'espère avoir été assez clair sur les pratiques de l'administration qui sont tout à fait claires et transparentes, qui alimentent souvent beaucoup de questions à l'extérieur. Mais voilà, nous sommes au sein d'une administration, nous informons notre hiérarchie, mais jamais, moi, je n'ai eu dans mes fonctions, dans des fonctions antérieures, j'ai eu d'autres fonctions antérieures en matière de contrôle fiscal, d'instructions me demandant de ne pas traiter tel ou tel dossier ou de traiter expressément une personne sans motif valable. Est-ce que votre administration, l'ADNEF, a été amenée à travailler sur le dossier concernant l'ancien ministre du Budget qui a été amené à démissionner? Les éléments concernant le rôle de l'ADNEF dans cette affaire ont été expliqués de manière très détaillée dans le cadre de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas d'éléments particuliers. Il y a deux points qui ont été abordés, dont un qui pouvait concerner l'ADNEF, mais en 2001, sur une antenne, sur une brigade située à Bordeaux, éléments qui, sur le fond, n'avaient aucune influence sur les faits reprochés récemment à l'ancien ministre du Budget. Pour revenir un peu au cœur du sujet de la commission, à savoir le rôle des banques et des acteurs financiers, plus généralement sur la thématique de l'évasion fiscale. Donc, s'agissant des entreprises bancaires ou financières, est-ce que l'ADNEF a eu l'occasion de constater des cas de blanchiment de fraude fiscale ou des cas de fraude fiscale réalisée pour compte propre, en quelque sorte, ou également des cas de complicité de fraude fiscale, et enfin des cas d'évasion des capitaux pouvant laisser supposer une préparation en vue d'éventuelles fraudes? Est-ce que vous avez été amené à faire ces constats? Alors, sur les différentes notions évoquées, il y a des notions qui, selon moi, relèvent davantage du monde judiciaire, sur le blanchiment de fraude fiscale, qui est une construction prétorienne suite à un arrêt de la Cour de cassation de 2008, voire sur les notions de complicité.
Nous, les éléments que nous avons, mais là aussi c'est le dossier HSBC qui nous a donné un nombre important d'informations, c'est que l'ampleur de certains procédés peut bien entendu laisser supposer que la banque n'est pas complètement étrangère à certains mécanismes. Mais nous, administration fiscale, nous ne sommes pas dans la recherche de l'élément intentionnel qui caractérise l'infraction pénale. Nous sommes sur la recherche de sommes soustraites à l'impôt et donc nous attaquons en priorité aux contribuables, alors que ce soit la personne physique qui détienne le compte ou la banque elle-même, si la banque elle-même fraudait vis-à-vis de ses obligations fiscales. Est-ce que vous pourriez décrire ces mécanismes, parce que nous sommes évidemment très preneurs de ces informations, puisqu'on s'intéresse de près aux mécanismes, au rôle des banques, des acteurs financiers, et tous ces processus. Donc, quel constat avez-vous été amené à faire dans ces enquêtes que vous menez sur les dossiers que vous venez d'évoquer? Les données qui nous ont été transmises concernant la banque HSBC étaient assez complètes, donc sur l'identification des comptes, les montants, et aussi avec une traçabilité des échanges entre la banque et ses clients. Voilà, donc éléments qui maintenant sont portés à l'appréciation des juges d'instruction qui mènent les enquêtes pour voir s'il y a des notions de complicité différents domaines. Je suppose qu'il est important pour vous de comprendre comment ces comptes non déclarés que vous découvrez sont alimentés, notamment. C'est quand même une donnée importante. Sur l'affaire HSBC, dans une grande partie des cas, ce sont des comptes qui étaient assez anciens. Il y a eu différentes étapes dans notre histoire récente qui ont suscité des phénomènes d'ouverture de comptes à l'étranger. Et donc il y a beaucoup de comptes qui étaient aussi d'origine familiale, hérités au fil des générations, et d'autres alimentés par d'autres sources, mais qu'on n'est pas en mesure, nous, d'identifier de manière précise, sauf si on a des informations extérieures de la part d'informateurs. Vous menez les recherches pour arriver à ces réponses ou... Le juge judiciaire mène des investigations poussées pour établir la réalisation ou pas d'infraction visée par le code pénal. Nous, on n'est pas dans un rôle de juge d'instruction. Voilà, on essaye d'appréhender des sommes qui ont échappé à l'impôt. Trois dernières questions, Monsieur le Président, avec votre permission, à moins qu'il y ait d'autres inscrits. Yvon Collin pourrait peut-être poser d'abord sa question, puis vous terminerez. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, votre direction peut-elle consulter directement Tracfin pour s'assurer de l'existence ou de l'absence de signalement? C'est une première question. Et lorsque dans une enquête il est établi qu'un signalement aurait dû être effectué à Tracfin, ce constat emporte-t-il des suites? Ce sont mes deux questions. Je vous remercie. Alors, les relations avec Tracfin sont définies de manière précise par les textes. Les dispositions du Code monétaire et financier ne prévoient pas la possibilité pour la DGFiP de solliciter Tracfin pour s'assurer de l'existence ou de l'absence d'un signalement. Ça repose, le système repose sur l'envoi par Tracfin de sa propre initiative des informations, donc soit la DGFiP, soit l'autorité judiciaire. Voilà, les textes ne le permettent pas à la lettre. Voilà ce que je peux vous dire. Après, sur la deuxième partie de votre question, j'ai un peu plus de mal à cerner sa portée. Voilà, est-ce que vous pouvez juste me la préciser un petit peu, si c'est possible? Signalement opéré par le monde bancaire ou... alors nous La banque aurait dû signaler à Tracfin. Elle ne l'a pas fait. Quelle suite vous donnez? Alors, si ça constitue une infraction, on saisit le procureur de la République en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment l'occasion, nous, de signaler à l'occasion d'une vérification de comptabilité d'une banque l'absence de signalement à Tracfin. Mais je redis que nous, DGFiP, nous faisons
des déclarations de signalement au titre de notre activité bancaire. Donc je sais pas, enfin, je ne sais pas sincèrement si à l'occasion d'une vérification de comptabilité d'une entreprise, le vérificateur est en mesure de vérifier que sur une transaction particulière, une déclaration de signalement n'a pas été effectuée auprès de Tracfin. Mais ça pourrait être, si le cas se présente, l'objet d'une note d'information de la DGFiP en direction de Tracfin pour lui signaler, bien entendu, le cas. Allons terminer cette audition par les dernières questions du rapporteur. Alors, Monsieur Iannucci, donc dans vos travaux, vos investigations, est-ce que vous êtes confronté parfois à des obstacles? Si oui, de quelle nature sont-ils? Je pense par exemple à des obstacles liés à l'opacité de certaines structures. Je pense à des trusts implantés dans certains territoires, des fiducies, enfin des fondations. Est-ce que ce genre de difficultés s'oppose à vous parfois dans vos travaux? Tous les mécanismes qui aboutissent à rendre opaques les circuits financiers constituent des obstacles pour nous. Vous citez le trust. C'est typiquement le montage juridico-économique qui nous met en difficulté, puisqu'il y a une sorte de dissociation entre la propriété juridique et la propriété économique. Et nous ne pouvons taxer que la personne qui dispose de fonds. Donc par nature, c'est une forme juridique qui nous pose des difficultés. Et comment vous surmontez cet obstacle? Grâce au renforcement des obligations déclaratives, parce qu'il y a une obligation, à partir du moment où il y a un bénéficiaire situé sur le territoire national, de déclarer ses avoirs dans les trusts. L'arsenal législatif prend de plus en plus en compte la situation des trusts. Le législateur français a eu la sagesse de ne pas appliquer la fiducie aux opérations à transmission à titre gratuit. Mais bien sûr, ça repose sur des éléments déclaratifs et on retombe sur les sujets de territorialité de notre action. Nous ne pouvons bien entendu pas aller sur place vérifier sur pièce la nature de ces entités qui sont vraiment très souples. En plus, c'est tout leur intérêt dans le monde anglo-saxon notamment, et qui cachent des intérêts difficiles à déceler. Et vous êtes amené à solliciter l'intervention d'avocats fiscalistes, les professions du chiffre. Est-ce que ça collabore bien ou quel est le comportement de ces milieux? C'est pas exactement une relation de collaboration. On a en interne, nous, des gens qui sont formés de manière assez pointue sur les différents sujets juridiques et fiscaux. La DGFiP s'intéresse à l'actualité, différents colloques, séminaires. Nous ne demandons pas des consultations ponctuelles, au niveau de la DNEF en tout cas, à des professionnels du droit ou de la fiscalité, qui d'ailleurs risqueraient de nous opposer un peu leur secret professionnel et ne souhaiteraient sans doute pas trahir l'intérêt des clients qu'ils défendent, toute une déontologie de la profession d'avocat qui, je crois, les mettrait un peu en porte-à-faux si on leur demanderait de se livrer à ce genre d'exercice. Alors, dans le même ordre d'idée, toujours les difficultés, est-ce que la commercialisation par des banques depuis le Luxembourg ou la Suisse de fiducies qu'on vient de citer, j'imagine que ces procédés vous compliquent encore la tâche en matière d'investigation? Très, très clairement, en dépit de tous les éléments qu'on peut avoir à travers les différentes obligations déclaratives. Est-ce que la plus grande banque française pratique ce genre de commercialisation de fiducies, à votre connaissance? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Au niveau de votre... Pardon. Sur le territoire national, puisque la fiducie pour les transmissions à titre gratuit, n'est pas autorisée par la loi. Sur les pratiques de nos banques en dehors de nos frontières, mes connaissances sont assez limitées. Au niveau de votre communication en tant que service, j'imagine que vous publiez donc vos résultats, les établissements concernés par vos enquêtes, encore une fois les banques, les suites données, ça a été évoqué dans la question de notre collègue Colin. Est-ce que ça donne lieu à la publication d'un document, d'un rapport, auquel cas ça pourrait nous intéresser? Comme toute structure administrative, nous rendons compte de notre activité. Donc il y a des rapports d'activité annuels, mais qui ne sont pas nominatifs
sur les entreprises vérifiées. Nous sommes tenus à des règles assez strictes en matière de secret professionnel. Et donc, on a des éléments quantitatifs sur le nombre de procédures que nous engageons au titre de telle ou telle disposition législative, sur les montants des droits redressés, des pénalités, mais nous n'avons pas un bilan annuel qui indique de manière nominative les entreprises ou les particuliers qui ont fait l'objet de travaux de notre part. Alors, dernière question, engagement pris, Monsieur le Président. Et je terminerai là-dessus. Je reviens donc au questionnaire en retour de la Banque suisse qui a répondu donc à nos interrogations. Et on a ici sous les yeux un document qui fait le bilan du tableau des déclarations de soupçons effectuées depuis 2004. Alors, je ne vais pas remonter à 2004, mais simplement à la période récente. Je vais donner quelques exemples. Donc, c'est classé selon la date. Ensuite, le motif, le montant et les suites données à l'opération. Et donc, sur la dernière, je demanderai si vous avez eu écho de ce cas, sans trahir le secret fiscal, que je comprends bien sûr, mais pour savoir si ça corrobore les informations que vous avez. Par exemple, en avril 2011, cette banque nous dit que pour manque de cohérence dans l'opération envisagée, pour un montant quand même de 3 120 880 500 €, la suite, pas d'ouverture de compte. Juin 2011, doute sur une transaction immobilière, je vous passe les chiffres. Juillet 2011, suite à réquisition judiciaire, incohérence dans l'identification du client, etc. On arrive à février 2012, comportement douteux du client, 7 800 000, compte mis sous surveillance accrue. Juillet 2012, activité atypique sur le compte, déclaration globale non liée à une opération particulière, suite, compte mis sous surveillance accrue. Et mai 2013, date à laquelle vous êtes arrivé à l'ADNEF, soupçon de fraude fiscale pour un montant quand même de 30 millions d'euros, compte mis sous surveillance accrue. Donc encore une fois, sans trahir le secret fiscal, est-ce que ça corrobore des informations que vous avez? Est-ce que c'est un dossier qui est passé entre vos mains? Monsieur le Président, je vois mal la manière dont je peux répondre sans trahir le secret fiscal. Par nature, ce sont des informations qui nous parviennent. Je ne peux pas vous répondre précisément sur les cas évoqués, parce que je n'ai pas en mémoire tous les cas qui nous sont soumis, et puis pour la raison de secret fiscal que je viens d'évoquer. Mais si vous souhaitez que de manière directe, nous puissions nous rencontrer ou échanger sur ces questions-là, et en application des pouvoirs que vous donne la commission d'enquête, je suis tout à fait disposé à faire les recherches qui correspondent au cas que vous évoquez. Très bien, j'en accepte la proposition. Merci, Monsieur le Directeur. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Cette audition paraît terminée. Merci en tout cas de toutes les précisions que vous nous avez données et des propositions que vous avez faites à notre rapporteur dans le cadre de ses pouvoirs spéciaux.